Chers téléspectateurs et internautes d'AgriTV, bienvenue à votre émission Entretien d'agriculture télévision. Aujourd'hui, nous allons parler du bâton de manioc communément appelé bobolo. Fabriqué à partir des tubercules, pilé, trempé, la pâte obtenue, enveloppée dans des feuilles vertes, est cuite à la vapeur. Le bobolo, comme on l'appelle communément, est un aliment très apprécié au Cameroun, au point où il en a suscité un événement. Le concours du bâton de manioc, initié par M. Romuald Nzomo, président de l'association Afrique Nouvelle Indépendance, ANI. Bonjour, donc merci de me passer la parole, merci de passer la parole à ce qu'on appelle communément la diaspora. Je suis Romuald Nzomo Nkongo, Nkongo comme on dit plus précisément à Sa, d'où je viens, Sa dans la Liquier. Je vis en France depuis une quinzaine d'années, mais avant, j'ai été au Cameroun toute ma jeunesse. J'ai pu obtenir une licence en droit dans ce pays, et donc le Cameroun m'a donné à ce niveau. Et ici en France, je suis diplômé de Sciences Po Paris, et j'ai un master en politique locale et développement de l'université de Mont-Saint-Aignan à Rouen. Donc je m'intéresse beaucoup à l'humain, ça va faire quelques temps déjà, excusez-moi. Et à la fin, je suis fondateur d'une association qui s'appelle Afrique et Nouvelles Interdépendances. Et cette association est très engagée sur les enjeux d'inclusion sociale en France et en Europe, sur les enjeux d'accompagnement social, d'insertion socio-économique au Cameroun. Et nous nous investissons auprès des femmes rurales depuis déjà quelques temps. Donc nous allons compter 4 ans pendant lesquels nous nous sommes impliqués auprès d'une trentaine de coopératives, donc regroupées au sein du REP Tramal, un réseau des producteurs et des transformateurs de manioc de la Liquier. Donc voilà, si je devais me présenter, ce que je dirais de moi. Avant de poursuivre cet entretien, regardons cet élément du concours du meilleur bâton de manioc dans la région de la Liquier au Cameroun. Nous revenons tout juste après. Je vais décoller, aïe la la, 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 aïe la la. Ma belle maniaque, je vais décoller, aïe la la, aïe la la, aïe la la, aïe la la, aïe la la. Aïe la la, aïe la la, aïe la la, aïe la la. Avec le manioc, je veux voyager au Yémen. Aïe la la, aïe la la, aïe la la. Donc la farine de manioc, ça permet que la fermentation commence, le processus de fermentation commence ça rapide. D'accord. C'est vous qui l'avez faite du coup? Oui, c'est moi. D'accord. Vous mettez du sel? Un peu du sel, un peu. Pas du sel courant, bon. Un peu. Voilà. Tu sais que la nourriture fade et celle qui est un peu salée, c'est deux goûts. Hein. C'est vrai. Et pourquoi on laisse à côté du feu? Pour la chaleur. Pour la chaleur. Ça change quoi? Non, ça veut dire que
cette même chaleur et l'oxygène qu'on pouvait avoir sous le soleil. Et c'est ce même oxygène qu'on a aux côtés du feu. Bon, comme on va mettre de l'eau, la marmite va peser. Pauvres femmes que nous sommes, nous ne pouvons pas être capables de porter chaque fois, amener dehors et ramener à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle on met à côté du feu. Le manioc pour faire les bâtons. Le manioc. Explique-moi très bien. Quand tu vas finir de piler, là on va attacher une fois ou bien il y a une autre méthode à suivre? Dès que j'ai fini de piler, on met dans les feuilles. Non. Ah, il y a un binga. Le champ de position. Je fais des vidéos. Ah. Il faut faire, comme ça je filme. Hein? Il faut faire. Comme ça là? Comme ça là. Vous allez les laisser combien de temps dans l'eau? 45. 45 minutes Au feu, oui. Au feu? Oui. L'occasion m'est ainsi offerte pour dire sincèrement merci aux organisateurs de cette cérémonie, et ceci à plus d'un titre.
Oh, protocole. Hey. Pardon, qui tourne devant le qui? Alors, juste une question. Nous sommes une association Afrique Nouvelle Interdépendance. Et cette association a entre autres objectifs d'accompagner les activités économiques dans les localités d'origine, surtout en zone rurale. Vous savez que le bâton de manioc accompagne nos populations depuis le bas âge. Vous savez que le bâton de manioc est fédérateur. Il n'y a pas un bâton de manioc pour les riches, un bâton de manioc pour les pauvres. Nous le consommons tous. Dans les pays où nous vivons, nous avons la fête de la bière, nous avons la fête du pain. Et je me suis dit, dans l'association, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place une activité autour d'un mets fédérateur? Vous travaillez énormément sur les problématiques de la transformation du manioc au point de mettre sur pied le concours du meilleur bâton de manioc de la Léquier. Pourquoi un tel concours et en quoi consiste-t-il? Oui, le concours, c'est un temps, si on peut dire ça. C'est un temps au cours duquel nous essayons de suivre pas à pas les femmes dans l'une des transformations du manioc qu'est le bâton de manioc. Et le bâton de manioc, pourquoi? Parce que vous verrez, il est partout. Il est dans nos villages, il est en ville, comme je le disais tantôt. Il est même ici en France, c'est le bâton de manioc. Il est au Canada, on le retrouve partout. Pourquoi ce concours? Le concours, c'est de voir comment est-ce que nous allons moderniser les savoir-faire des femmes. Parce qu'il y a un savoir-faire ancestral qui existe. Les femmes ont toujours transformé le manioc en bâton de manioc pour nourrir les enfants, pour organiser, pour pouvoir le consommer pendant les fêtes, mais maintenant pour pouvoir le vendre, et avec les revenus, la vente du bâton de manioc, elles peuvent se soigner, s'acheter un habit, envoyer les enfants à l'école. Donc du coup, le concours, c'est un temps pendant lequel nous essayons de tracer la conception, la fabrication du bâton de manioc, un temps de modernisation de ce produit. Et autour de toutes ces problématiques, nous essayons de voir avec toutes ces femmes qui sont là, qui viennent participer au concours, qui viennent de Vaudoula, de Kola, de Monatélé, de Sa, de Bala, de Ligues-Formont, et sans oublier les autres arrondissements qui viennent chacune avec sa façon de faire. Et juste pour information, depuis que nous travaillons sur le bâton de manioc, nous avons pu voir au travers d'un point qui sera abordé dans les prochaines minutes que les femmes ne font jamais le même bâton de manioc deux fois, ou difficilement. C'est-à-dire qu'elles font un premier bâton qui ne marche pas très bien, un autre qui est fantastique, et tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à formaliser la fabrication du bâton de manioc. Ces mamans de la Léquier savent cultiver et produire le bobolo. Quelle est la valeur ajoutée de votre présence à leur côté, quitte des travaux? Oui, la valeur ajoutée de notre projet va tenir à des choses très simples. En fait, si vous voulez, le manioc, c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais comme je disais en démarrage de cette interview, si vous demandez à une femme comment elle fabrique son bâton de manioc, elle va vous le dire. Mais nous, ce que nous essayons de faire, nous essayons de normer. Qu'est-ce que nous appelons normer? Nous avons passé un partenariat avec l'IRAD. Et l'IRAD a mené pendant une année une recherche pour nous produire une fiche technique du bon bâton de manioc. En quoi est-ce que c'est innovant? C'est innovant parce que nous aurons désormais un bâton de manioc avec des éléments caractéristiques de la composition d'un bâton de manioc. Nous sommes en train de travailler aussi à la conservation de ce bâton de manioc. Nous allons pouvoir donner les éléments nutritifs du bon bâton de manioc. Et du coup, ce que nous souhaitons, c'est qu'à terme, que les femmes reproduisent avec la même variété, parce qu'on a pu constater pendant cette recherche que la bonne variété, c'est la variété Campo. Parce que vous savez, il y a tellement de variétés de bâtons de
de manioc, que la femme qui fait, ou l'homme d'ailleurs, qui fait un bâton de manioc ne fait jamais le même bon bâton de manioc de la même façon 2 fois, parce que les façons de faire changent. Mais là, nous sommes en train de normer les façons de transformer, et c'est cela la valeur ajoutée. Parce que juste après, dès que cette fiche technique sera public, ce que nous allons faire, c'est que nous allons la disséminer auprès de nos 30 coopératives. On va la disséminer et nous aurons des unités de transformation qui vont mettre en application cette fiche technique. Donc avec toutes les normes, le respect des normes hygiéniques, les normes de fabrication, on va passer progressivement de la formation, de la fabrication artisanale, je dirais même plus villageoise, à un bâton de manioc qui est beaucoup plus, qui est quelque chose de, avec respect de normes d'hygiène et tout ça. C'est pour ça que nous pensons qu'il y a une réelle valeur ajoutée. Vous associez dans ce travail des experts et scientifiques venus de France. Est-ce à dire que ces travaux ne sauraient être menés par des locaux? Je ne dirais pas ça comme ça. Je pense plutôt qu'aujourd'hui, avec cette histoire de mondialisation, il nous appartient de voir comment est-ce que, aussi bien au Cameroun qu'en France, bien évidemment en mobilisant les forces de la diaspora, on peut imaginer des choses qui vont nous revenir moins chères. Pour le cas d'espèce, moi j'ai une formation en gestion de projet, donc dès que je fais venir au Cameroun des jeunes Français, souvent blancs, d'accord, c'est parce que nous pensons aussi qu'au travers d'un projet comme celui-là, nous pouvons réécrire l'histoire du partenariat avec la France, l'ancienne, je ne dirais pas, l'ancienne puissance, pas coloniale, mais on a été sous protectorat. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous travaillons, mais clairement, à réinventer les façons de nous penser en commun. Parce que s'il y a une chose que nous regrettons énormément souvent, c'est cette ancienne lecture que les partenaires de part et d'autre peuvent avoir du partenariat. Et le partenariat, c'est aussi de faire venir des jeunes Français. Pour cette équipée, nous avons un chef de projet, nous avons une ingénieure agronome qui sont là, donc Claire et... non, pas Claire, excusez-moi, Clémence et puis Mathilde, qui sont arrivés depuis quelques jours et qui ont pour mission justement de mettre en place toutes les stratégies que nous avons pensées en partenariat avec le REPTRAMAL, mais bien évidemment CENI qui est notre partenaire local. Le REPTRAMAL, c'est le réseau de producteurs et de transformateurs de manioc de la Liquier, qui est notre partenaire depuis quelques temps pour ce projet. Monsieur Nzomo, vous qui vivez de l'autre côté, pensez-vous que de la façon dont nos compatriotes sont friands des produits européens, nous aussi nous pourrions amener les Français par exemple à aimer et à consommer le bâton de manioc? Si oui, comment procéder? Le marché du bâton de manioc est très très grand. Au moment où je vous parle, nos femmes du REPTRAMAL sans avoir attendu la fiche technique, ont commencé à livrer du bâton. Nous avons une commande aujourd'hui de 10 000 bâtons de manioc alors que nous venons d'en livrer 8 000. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que quand c'est bien fait, vous avez des acheteurs. Et nous le savons parce que vivant ici en Europe, nous constatons mais clairement que on a du mal à trouver un bon bâton de manioc. Nous les avons qui sont vendus par les Chinois. Nous les avons qui sont vendus dans les... et c'est souvent pas les Camerounais. Et il y a plusieurs variétés de bâtons de manioc. Vous avez aussi le Mignondo, vous avez le Chikwang, vous avez toutes ces variétés qui sont vendues, qui sont demandées en Europe. Mais il y a même le marché local. Vous savez, si vous avez un bon bâton de manioc, les populations peuvent décider de l'acheter là où il est plus propre, mieux vendu, mieux présenté. Et en plus, au Cameroun, si je prends le cas de ce pays, on va se rendre compte que de plus en plus, on a des supermarchés qui sont en train d'ouvrir à gauche et à droite. Et à mon avis, ils seront demandeurs de la qualité et de la qualité et de la quantité. Et c'est pour ça que nous, dans ce que nous faisons, je vous disais tantôt qu'avec le Pitma, nos femmes ont quand même eu
il y a quelques jours, les femmes du Reptramal, en termes de valeur, 50 000 € de matériel de transformation. Ça montre très bien qu'il y a quelque chose, il y a un potentiel qu'il faut creuser pour que ces femmes puissent vivre de leur travail. Et nous pensons à terme qu'elles pourront avoir des comptes en banque, elles pourront être affiliées à la CNPS et tout ça. Toutes ces questions, nous les pensons déjà en amont, parce que faire du bâton de manioc, c'est dire aux femmes qu'on peut tout à fait vivre de son travail agricole. Ces femmes, ces mamans avec lesquelles vous travaillez, sont-elles membres de votre association? Alors, la chose qu'il faut mettre en avant, c'est que, vous savez, l'union fait la force. L'une des premières choses que nous avons eu à faire, c'est d'aller à la rencontre de ces femmes, de ces coopératives manioc et associations, et de leur dire que toutes seules, vous ne vous en sortez pas. Vous savez, il y a un problème réel au Cameroun, c'est que nous avons comme ça un tas d'associations, un tas de coopératives qui existent, et la vraie problématique aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'elles peuvent se mettre ensemble pour pouvoir inventer le collectif. Sur le plan individuel, il y a des choses réelles, intéressantes qui sont faites, mais dès qu'on met en place le collectif, on se rend compte qu'on est davantage dans les logiques de concurrence. Et pour aller vers des partenaires, aussi bien au Cameroun qu'ailleurs, il faut être ensemble. Et être ensemble, c'est développer des temps importants. C'est développer le renforcement des capacités, ne serait-ce que dans la gestion des coopératives, c'est développer des capacités dans la levée des fonds qui peuvent accompagner justement la facilitation de ce que les femmes font. Je voudrais quand même dire ici que pendant longtemps, les femmes, elles travaillent, elles vont au champ pour travailler ce manioc, première étape, ensuite elles le transformaient à la main, il fallait ensuite aller le vendre n'importe comment, et la chose que nous pouvons faire dans le collectif, dans une meilleure structuration, c'est de dire déjà à ces femmes, par exemple, que, mais attention, là vous serez ensemble, vous allez avoir des personnes qui vont vous former pour que vous sachiez ce que c'est qu'une coopérative. Ensuite, vous allez chercher les moyens pour investir dans du matériel de micro-transformation. Et ensuite, vous mettrez en place des temps et des éléments qui vous permettront de commercialiser. C'est tout ça que nous mettons, que nous vendons aux femmes et qu'elles sont en train de suivre. Parce qu'avant, comme vous savez, il existe un tas de choses là-bas, et puis il y a quand même un élément qui est aussi là, qui est réel, c'est que, y compris au Cameroun, les coopératives ont compris comment aller chercher des subventions, et généralement, en termes de pérennisation, il y a quand même quelque chose qui manque. Et ce sur quoi nous travaillons réellement, c'est la question de mettre en place des projets et d'envisager la pérennisation de ce que nous mettons pour que les femmes deviennent réellement autonomes. En suivant vos activités, on note que les femmes sont au cœur de votre stratégie. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Vous savez, chaque fois qu'il y a une femme quelque part, ça bouge. Vous savez, et même typiquement, généralement, quand nous les hommes, nous avons, au Cameroun, quand nous avons touché nos salaires, nous nous retrouvons entre nous, dans les débits de boissons, entre potes, on dépense, on vient, on prend, allez, un tout petit peu de sous, on laisse à madame, quand elle ne travaille pas, et quand elle travaille, on se rend compte qu'elle va mettre un peu dans les cotisations, elle va faire ci. La femme au Cameroun, elle est au centre du développement. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas le négliger. Pendant longtemps, on a caché la femme. On ne peut plus la cacher. Moi, je me dis, il faut aimer vos femmes, il faut travailler avec vos femmes, il faut les accompagner, il faut les appuyer, parce que chaque fois que la femme est impliquée, ça bouge. Et là, on le voit, parce que dans tous les pans de la société camerounaise, et chaque fois que la femme s'est impliquée, ça a bougé. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on dit, par exemple, on ne dit pas qu'il faut mettre les hommes de côté. On dit tout simplement qu'il faut davantage impliquer la femme, parce que la femme, en termes de résilience, elle est très forte. Elle connaît des situations difficiles, mais elle rebondit plus vite que l'homme. Et c'est des choses qu'on a pu vérifier au quotidien. Et travailler avec la femme sur cette problématique, c'est aussi lui rendre hommage, c'est lui donner les moyens de transformer en évitant la pénibilité. Vous voyez, ces femmes, le matin, elles vont au champ, elles rentrent, elles doivent s'occuper des enfants. Et quand elles ont fini de s'occuper des enfants, elles font à manger. Après, il faut s'occuper de l'homme la nuit, entre guillemets. Donc, il faut voir qu'elle a sur elle le poids de notre société. Et que ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de travailler à lui faciliter la vie. Et plus on donne à la femme, mieux on se porte. Moi, je le pense c'est mon intime conviction. Quels sont, selon vous, les freins à une véritable émergence d'un tissu industriel fort et fiable au Cameroun?
là, sur cette question, ce que nous avons constaté, c'est le changement de comportement alimentaire. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand nous avons commencé typiquement cette action, on s'est rendu compte que les populations n'étaient pas toujours prêtes à changer de comportement alimentaire. Ils nous ont demandé, je vais prendre le cas du nettoyage des feuilles par l'eau de Javel. Vous savez, on a fait un post sur Internet et sur Facebook, on a constaté que beaucoup de personnes sont venues s'accrocher sur l'utilisation de l'eau de Javel pour nettoyer les feuilles. Et nous en avons été surpris, mais ça montre très bien qu'il peut être difficile de changer de comportement. Moi, quand j'étais petit, typiquement, on nous demandait, par exemple, à l'école, on disait qu'un litre d'eau, pour aseptiser un litre d'eau, il fallait y mettre une goutte d'eau de Javel. Et quand les gens ont eu l'eau de Javel, ils se sont dit, mais c'est pas possible ça. Ils nettoient les feuilles avec l'eau de Javel. Ils ont disserté sur cette question en nous disant, oui, il ne fallait pas faire ça, c'était dangereux. Et ça a montré tout simplement que les gens tiennent à leur culture, les gens tiennent à leur façon de faire. Donc, chaque fois qu'on amène à changer, c'est pas évident. Il y a déjà cet aspect de changement de comportement alimentaire qui n'est pas évident, mais il y a aussi l'État. C'est-à-dire que est-ce que l'État met suffisamment en place les dispositifs publics qui permettent aux personnes d'organiser les savoir-faire traditionnels? C'est pas toujours le cas, je n'ai pas l'impression. C'est pas toujours le cas. Et l'État peut être volontaire. Pour le cas d'espèce, c'est nous qui cherchons l'État, c'est nous qui écrivons à l'État, c'est nous qui disons à l'État, nous voulons organiser ceci, nous voulons faire ça. Et moi, il nous arrive de souffrir un tout petit peu parce que, bon, quand on écrit, on a souvent la réponse, il faut courir, il faut courir après les services publics pour pouvoir avoir une réponse. Mais la chose qui va faire défaut, c'est ça, c'est difficile accès justement à ces personnes qui peuvent vous accompagner, sans compter que même au niveau de la recherche, là, pour prendre le cas de la fiche technique, nous accusons en retard parce que là aussi, la personne qui est en charge de cette fiche technique, elle va nous dire, bah, quand tu travailles au Cameroun, il faut s'adapter aux réalités locales parce qu'on ne respecte pas toujours les agendas, on ne respecte pas toujours il y a toujours des problématiques qui viennent se grever à ce que vous avez programmé, c'est pas facile. Et il y a aussi le fait que les moyens peuvent faire défaut. Vous voulez bien transformer, vous voulez bien organiser, et c'est pas toujours évident. Et il y a le fait que les personnes avec lesquelles nous voulons travailler, il faut qu'elles s'habituent à travailler dans le collectif. Et le collectif, c'est de dire à quelqu'un que si tu as en gestion du matériel commun, ce matériel ne t'appartient pas. Ce matériel appartient à tout le groupe. Donc ça, il faut pouvoir dire des choses et en se disant que le jour où on réussit à avoir 1 euro, ce n'est pas notre euro, 1 franc CFA, c'est pas notre franc CFA, c'est 1 franc qui doit servir, qui doit accompagner justement le changement de façon de faire. Donc on parle de savoir-faire, il y a bien évidemment du savoir-être dans tout ce que nous essayons de mettre en place et c'est ça qui est compliqué. Et là, nous avons une dame qui s'appelle Madame Mabanga, qui est la vice-présidente du REPTRAMAL et c'est quelqu'un que je tiens à remercier ici pour cette rigueur qu'elle a dans la perception qu'elle a du projet et ce qui nous permet de dire clairement que peut-être que progressivement, si on a plusieurs femmes comme elle, en remerciant bien évidemment tous les membres du REPTRAMAL qui nous viennent de tout le département, nous allons pouvoir avancer. Et ici, c'est l'occasion de dire que bien évidemment, le projet va s'ouvrir à d'autres départements en fonction de la capitalisation des savoir-faire, des pratiques que nous aurons dans la gestion du premier matériel, dans la gestion des premières transformations. Quelle est la meilleure stratégie à adopter afin de lever ces obstacles? Moi, je me dis que pour parler de stratégie, c'est davantage respecter une méthodologie. Notre méthodologie est très claire. Nous sommes dans la formation, dans l'échange de pratiques, dans la dissémination et la commercialisation va permettre aux femmes de se dire nous pouvons vivre de nos efforts. La commercialisation, c'est-à-dire que l'histoire de 1 dollar par jour, nous sommes convaincus que si nous écoulons en nombre de bâtons de manioc, les femmes en vivront comme les hommes vivent du cacao. Et quand je le dis, si elles produisent mieux, et ça, nous sommes en train de voir avec nos partenaires comment elles peuvent cultiver mieux dans des petits espaces, nous allons transformer et avec le pigment, nous avons atteint un niveau où nous avons commencé à fournir du micro-matériel de transformation et l'étape d'après, c'est de construire des micro-unités de transformation et là aussi, nous allons travailler avec les groupes sur les questions d'hygiène, sur les questions des différentes
étape de transformation. Ça, c'est des points. Et enfin, l'autre point sur lequel nous allons travailler, c'est la commercialisation. Même pour commercialiser, il faudra qu'on ait une méthodologie. C'est tous ces éléments qui nous amènent à dire que si on a une bonne stratégie avec des personnes qui nous suivent, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et ici en Europe, dans les pays dans lesquels nous vivons, l'agriculteur, c'est un chef. L'agriculteur, c'est un chef parce que, et même quand on va vous appeler des syndicats agricoles, la FNCA par exemple, c'est des personnes, quand elles ne sont pas contentes, le gouvernement est à ses côtés. Parce que c'est ici, peut-être que les agriculteurs souffrent aujourd'hui, mais nous gagnerons au Cameroun à organiser les agriculteurs, à leur donner les moyens de mieux transformer, et c'est pour le bien de tous. Parce qu'aujourd'hui, typiquement, si vous prenez un cacaoculteur, vous savez, le cacaoculteur, il gagne combien quand il a vendu des tonnes de cacao? C'est des personnes qui se retrouvent avec d'un seul coup 20 millions de francs CFA, ce qui n'est pas le salaire d'un fonctionnaire, de la catégorie A de la fonction publique. Mais qu'est-ce qui se passe? Le fonctionnaire a juste la garantie qu'il a un salaire mensuel, qu'il peut prendre un crédit, il peut prendre un crédit pour construire, il peut acheter une voiture à crédit et tout ça. Et c'est vers ça que nous devons tendre. Nous devons démontrer aux agriculteurs au Cameroun qu'ils peuvent tout aussi avoir, et peut-être mieux, les avantages d'un fonctionnaire dans le métier qu'ils ont choisi. L'administration camerounaise vous encourage-t-elle dans ces travaux? Et en quoi faisant? Oui, en effet, nous avons un avantage ici, peut-être, depuis que nous avons démarré ce projet, quand vous me dites administration camerounaise, je voudrais dire ici, moi je prends en compte le soutien des collectivités décentralisées, parce que nous sommes soutenus par SA, par exemple, la commune de SA, qui est avec nous dans ce projet depuis, mais à une plus grande échelle, on a quand même aussi le ministère de l'Agriculture, qui nous soutient, du Cameroun. Nous avons bien évidemment le ministère de la promotion de la femme qui de temps en temps a manifesté sa présence. Nous avons les services déconcentrés qui nous soutiennent. Et typiquement, si je devais prendre le cas du ministère de l'Agriculture, 2 années successivement, il a mis à la disposition de ce concours du micro-matériel de transformation ou des engrais, et ce n'est pas négligeable. Mais nous avons aussi des structures de désendettement, des endettements qui ont été mises en place. En fait, je voudrais dire des structures qui ont été créées par l'agent du désendettement, comme on dit. Nous avons par exemple la FOP qui nous soutient, mais nous avons aussi, je voudrais compter des structures comme la CFA qui ont été présentes dans nos activités. Quand je dis la FOP, pour le cas d'espèce, la FOP forme nos coopératives. La FOP accompagne les diagnostics pendant que vous aurez le PITMA qui met à disposition du matériel de transformation. Donc, si je dis ici que le ministère ne nous accompagne pas et que les services d'État ne nous accompagnent pas, ce serait vraiment mensonge. D'ailleurs, je tiens à remercier ces différentes structures qui sont présentes avec nous depuis quelque temps autour de nos projets. Vous travaillez à l'élaboration d'une norme locale pour le bâton de manioc. Pouvez-vous nous en dire plus? Et je dis souvent, quand la question m'est posée, que le manioc est un mets fédérateur. Je ne sais pas qui ne connaît pas le manioc au Cameroun et en Afrique, en fait. Vous savez, le manioc, on le trouve dans tous les plats, du plus riche au plus pauvre. Et le manioc est transformé par les femmes camerounaises, les femmes d'Afrique centrale, depuis des générations. C'est-à-dire qu'on le cultive, on le transforme et on le vend. Donc, ça ne pouvait être qu'autour de ce produit-là que nous pouvions commencer quelque chose sans négliger les autres apports. Mais là, le manioc, c'était l'objet. Quels sont les critères sur lesquels vous vous appuyez pour juger qu'un bâton de manioc est bon? La question des critères, c'est une question qui est assez complexe. Comme je vous disais tantôt, quand on organise ce temps, vous savez, j'ai un ami qui dit toujours que ce que vous faites ce que Paul a fait en France. Paul, c'est une chaîne de boulangerie dans laquelle vous entrez. Vous savez, les Français, c'est la baguette. Le symbole de la France, c'est la baguette. La baguette, c'est le pain. Donc du coup, quand vous entrez chez Paul,
qui est une chaîne de vente de pain, vous avez le même pain qui est disposé de la même manière, qui se vend de la même manière. Donc, ce que nous essayons de vendre à ces femmes, c'est un bâton de manioc qui obéit à des règles strictes. Et ces règles strictes, c'est des règles de comment on trempe le nombre de nœuds, par exemple, la texture, le goût, la longueur, la propriété de la feuille. Donc, chez nous, le gnoli et le lobouli, je ne sais pas si c'est des plantes qu'on trouve dans les marécages. Donc, on est en train d'accompagner les femmes aussi à respecter les normes hygiéniques, parce que quand on va produire, par exemple, un bon bâton de manioc, il faut qu'il soit blanc, il faut qu'on ait envie de le manger. Et ça ne va tenir que dans le respect des normes. Et ce sont ces normes que nous mettons en place. Et le concours, c'est un temps qui nous permet d'évaluer justement le respect par ces femmes de ces normes. Et c'est difficile. Et si vous regardez les vidéos que nous avons produites, vous verrez déjà qu'elle vous parle du nombre de nœuds, qu'elle vous parle de propriété, qu'elle vous parle aussi, de la transformation. Et c'est tout ça, tout ce vers quoi nous tendons. Nous ressortons de cet entretien avec un autre élément qui certainement va vous faire rigoler. Bonjour à tous, merci de nous retrouver une fois de plus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une recette que nous allons réaliser ensemble, hein, bien sûr. Donc c'est le bâton de manioc dit bobolo. En fait ça se présente comme ça, du manioc frais. Ensuite il va falloir le couper en morceaux, comme ça, et puis après le faire tremper pendant 4 jours hein, ou plus, hein. D'autres le font tremper peut-être jusqu'à une semaine, mais moi je le fais tremper 4 jours et puis après il va falloir le sortir, enfin une fois qu'il a fermenté dans l'eau pendant 4 jours, il va falloir le cuire, ça veut dire le presser, bien le presser, puis après le faire passer, enfin le faire hacher dans un petit mortier à l'intérieur, puis après le passer sur feuilles traditionnelles. Normalement moi j'ai pas les feuilles, alors je vais le faire passer sur feuilles aluminium, dans l'aluminium, et puis après le faire ficeler le bobolo, bâton de manioc tout autour avec du fil de cuisson que vous retrouverez en grande surface. Voilà, et ben je vous dis dans 4 jours. Alors on se retrouve 4 jours après la fermentation du manioc, hein. Il a très bien fermenté. Voilà, vous pouvez constater le manioc c'est bien ramolli. Alors nous allons ensuite retirer les racines, ensuite bien laver le manioc, bien le rincer, et puis ensuite le piler avec soit un petit mortier comme ça ou à l'intérieur. Donc il va falloir déjà dans un premier temps bien le rincer. Ça dégage une odeur de fermentation très agréable. Ça me rappelle le village d'ailleurs. Donc après on le mettra sur alu ou alors sur feuille traditionnelle. Voilà, mais moi j'ai choisi l'aluminium aujourd'hui. Alors après avoir retiré les racines et rincé votre manioc, donc vous allez prendre, voilà, vous obtenez une pâte un peu comme ça qui est encore assez liquide. Donc vous allez devoir la presser pour retirer l'excédent d'eau. Voilà. Hop. Vous voyez, de manière à ce que vous obtenez une boule. Voilà, comme celle-ci. Puis après, vous allez écraser ces boules dans un mortier traditionnel ou alors dans un récipient comme celui-là pour pouvoir obtenir une pâte fine. Alors voilà, nos boules sont prêtes.
à être écrasés. Vous pouvez les écraser dans un pilon traditionnel ou alors dans un petit récipient comme celui-là. Donc les boules ont été bien pressées, hein, donc j'ai retiré l'excédent d'eau. N'hésitez pas de faire ce geste plusieurs fois hein, afin de retirer de l'eau. Et donc entre-temps, si vous trouvez des petites racines ou des morceaux de manioc, pas de panique. Vous pouvez tout simplement les retirer et jeter. Donc, on va passer voilà. Vous pouvez écraser comme ça. Écraser votre pâte jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Voici ma pâte de bâton de manioc qui est prête. Après l'avoir hachée, ou alors vous pouvez la terminer après à un petit mortier comme ça. Bon, de préférable avoir une pierre à écraser. Si vous n'en avez pas une, vous écrasez avec dans un pilon de façon à obtenir une belle pâte fluide. Voilà, comme ça. Prenez votre temps hein, parce que c'est long à faire. Prenez le temps et le plaisir de le faire. Hein. Donc, vous pouvez, au bout d'une demi-heure, vous pouvez obtenir une belle pâte fluide, comme ça. Et maintenant, nous allons la passer sur feuille. Alors notre pâte est prête à passer sur feuille, vous voyez, après avoir mixé. Donc vous prenez deux cuillerées, vous mettez comme ça sur du papier alu. Ensuite vous étalez en longueur, voilà comme ça, ça donne envie, ça sent super bon. Ensuite, refermez. J'adore l'odeur de la fermentation. Refermez délicatement. Voilà. Faites un tour. Vous resserrez. Un deuxième. Voilà. Bien serré. Hop. Vous obtenez cette longueur-là. Et ensuite, fermez. Twistez au bout, comme ceci. Puis prenez du fil de cuisson. Faites 2 tours ou 3. Vous refermez. Et on va passer voilà, le fil tout autour afin d'obtenir, attention ne serrez pas trop, hein, afin d'obtenir la forme du bobolo. Voilà, je fais comme ça pour vous montrer. Hop, hop, hop. Voilà ce que ça donne. Arrivé au bout, on refait 3 tours et puis on referme. Voilà. Puis après, vous pouvez couper le papier, le fil. Donc voilà, ça donne ça, notre bobolo, notre bâton de manioc. Voilà. Alors, nous allons passer à l'étape de la cuisson du bâton de manioc, du bobolo comme ça. Là, ça se présente. Donc, il faut faire bouillir l'équivalent d'un demi-litre d'eau. Voilà, là ça bout. Et ensuite placer une assiette au fond, comme ça. Voilà. Puis vous placez votre bâton de manioc à l'intérieur, tout autour. Voilà.
Et enfin, voilà. Donc la cuisson prendra à peu près 45 minutes. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Couvrir, hein, couvrir surtout. Voilà, notre bâton de manioc est prêt. Très souple, nous allons le défaire. Encore un petit peu chaud. Ah. Voilà. Vous avez vu, il y a la marque du bâton. Ouh là là, délicieux. Et ça, voilà notre bâton de manioc dit bobolo. Voilà, très souple, élastique comme on l'aime. Voilà, réalisé sur papier alu avec du fil de cuisson. Hop. Regarde. Je vais goûter. Super bon. Super. Voilà. Super bon. Voilà. Je vous dis bon appétit. Et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi Entretien d'Agri Télévision et à la prochaine.